durable, le débat. Notre débat du jour est une question qui a animé depuis plusieurs mois déjà, voire années, toute la sphère politique et citoyenne en France notamment, et qui est à la une depuis l'adoption de la loi de transition énergétique portée par Ségolène Royal et surtout son entrée en application, à savoir la question du mix énergétique français. Où faut-il placer le curseur en termes d'origine des énergies entre le nucléaire, le gaz et surtout la montée en puissance des renouvelables? On va parler de tout ça aujourd'hui avec nos deux invités, priorité aux dames. Isabelle Jouette, bonjour. Bonjour. Porte-parole de la Société française d'énergie nucléaire. Et puis nous sommes également avec Jean-Pierre Riche. Bonjour. Bonjour. PDG d'Okavango Énergie. La parole, allez, à Isabelle Jouette. On va être galant, monsieur Riche. Donc la transition énergétique, qu'est-ce qu'elle promet? Elle promet de décarboner notre économie, Isabelle Jouette. On est à 73-75% de la part d'énergie nucléaire en France. Alors, en France, il faut savoir, puisque c'est bien, vous commencez tout de suite par la décarbonation de l'énergie, c'est bien parce que c'est vraiment la problématique aujourd'hui, et notamment en 2014, presque 90% de l'électricité française a été bas carbone. Grâce à quoi? Grâce à l'hydraulique et grâce au nucléaire. Parce que le nucléaire, il faut le dire, il faut le répéter, c'est une énergie bas carbone. Une centrale nucléaire produit à peu près 30 fois moins, émet 30 fois sur son 1 kWh nucléaire, émet 30 fois moins de CO2 que du charbon, que des énergies fossiles. Ça, c'est important à prendre en compte, parce que vous parliez du gaz, mais il y a aussi beaucoup de centrales à charbon. Notamment du côté de l'Allemagne, si on va de l'autre côté de notre frontière, Allemagne qui a décidé de sortir du nucléaire et qui effectivement s'est recentrée sur la production charbon. Donc là on est sur une problématique effectivement non pas de bas carbone mais là d'une utilisation des énergies fossiles. Ils ont augmenté leur émission de carbone, leur émission de CO2 de 10%. Bon, la loi de transition énergétique, pour bien la comprendre, Jean-Pierre Riche, et vous avez réfléchi et écrit là-dessus, la loi de transition énergétique, on a mis longtemps à l'établir et surtout à la voter. Il y a eu des tonnes d'amendements qui ont été votés, notamment sur cette question de la part du nucléaire en France, parce qu'il y a aussi un lobby, on va peut-être revenir là-dessus, mais est-ce qu'elle va assez loin? Est-ce qu'elle est bien pensée? Et est-ce qu'elle va être facilement mise en œuvre? 3 questions A. Il y a beaucoup de questions à la fois. Alors, est-ce qu'elle est bien, la loi de transition énergétique? C'est bien, parce que enfin, on peut se satisfaire que les gouvernements réfléchissent à long terme, puisque la loi de transition énergétique, c'est quand même une loi qui réfléchit à long terme. Et c'est d'ailleurs, on parlait un instant de l'Allemagne tout à l'heure, qui a basculé de l'énergie nucléaire vers les énergies renouvelables. Peut-être trop vite? Peut-être trop vite? Peut-être trop vite, exactement, c'est ce que j'allais dire, parce que les politiques ont pris cette décision très rapidement, ils ont voulu exécuter très rapidement, et en exécutant rapidement un tel changement, ils n'ont pas eu d'autre solution que d'aller chercher les centrales au charbon. Donc là, si on veut faire évoluer notre mix énergétique, quel que soit après le curseur fameux où on veut le poser, en tout cas il faut réfléchir à 20-30 ans, et il faut se donner le temps de faire monter en puissance des nouvelles alternatives au nucléaire si on veut les faire monter, de mettre en place les infrastructures, parce que si on veut développer du mix énergétique, enfin dans le mix énergétique, les énergies renouvelables, solaires et éoliens, associé à ces énergies, il faut développer du transport, parce qu'on va décentraliser la production d'énergie. Au lieu d'avoir quelques centrales nucléaires, on va avoir des champs d'éolien et des champs de solaire partout en France. Donc l'Allemagne a besoin de construire 4500 km de lignes à haute tension pour faire face à ses besoins de production d'énergie, enfin à l'évacuation de l'énergie qu'elle va produire vers les centres de consommation dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est énorme, la quantité d'infrastructures de transport qu'il faut construire. Et en plus, n'étant pas spécialiste de l'Allemagne, je crois que le réseau n'est pas centralisé, enfin géré par un seul opérateur. Chez nous, on a RTE et on a un réseau qui est quand même unique et géré par un seul opérateur, donc beaucoup plus simple. Voilà. Donc les énergies renouvelables, c'est un investissement dans les énergies renouvelables, mais c'est aussi un investissement dans le transport et c'est aussi un investissement dans le stockage. Donc ça créera des emplois, ça va transformer le paysage, ça va peut-être potentiellement remplacer le nucléaire, mais il y a quand même un gros paquet de nucléaire fabriqué en France. Avant qu'on arrive à produire autant d'électricité par le solaire et par l'éolien, il va falloir quand même se passer quelques années. Donc il faut réfléchir. Soyons très clairs. Faut-il sortir du nucléaire? Première question. Ah mais on peut tout faire, hein. Tout est possible. On peut sortir du nucléaire. Pourquoi pas? C'est la porte-parole de la chaîne qui dit ça. Pourquoi pas? Mais oui, mais la question qui vient après, c'est à quel prix, comment et quel bénéfice? Et on remplace par quoi?
Aujourd'hui, la maturité technologique des énergies renouvelables n'est pas encore suffisante pour être capable d'assurer une production d'électricité en continu, en permanence. Quand vous avez des pays, et on doit aujourd'hui aussi réfléchir à résoudre cette équation du développement et de l'environnement. Est-ce qu'on va demander aux Chinois d'arrêter de se développer? Est-ce qu'on va demander aux Indiens? Vous avez plus d'1 milliard d'habitants en Inde. Vous allez leur demander d'arrêter de se développer et puis on va mettre que des éoliennes. Ils ont déjà des énergies renouvelables. Vous avez des champs d'éoliennes qui sont énormes. Mais ces pays qui sont en développement, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, investissent dans le nucléaire. Parce qu'ils ont bien conscience que s'ils continuent à utiliser leurs fossiles, et à utiliser les fossiles, qu'ils n'ont pas forcément tous d'ailleurs, ils vont dans le mur. Et on ne peut pas leur demander de choisir entre le nucléaire, entre l'environnement et le développement. Donc aujourd'hui, la maturité des énergies renouvelables n'est pas suffisante pour permettre d'avoir un développement raisonné. Alors que la maturité de l'énergie nucléaire, pour vous, est suffisante et l'aspect sécuritaire est totalement réglé? Est-ce que je peux intervenir là-dessus, parce que comme ça je donnerai mon avis. C'est un débat. Alors moi je pense qu'on se doit de réfléchir à comment on va sortir du nucléaire. Pourquoi? Parce que le nucléaire, justement, vous venez de le soulever, il a un problème, c'est qu'il est associé à 2 risques. Un risque d'accident et un risque de stockage. Le risque d'accident, alors il n'arrive pas très souvent, hein, mais il y a quand même eu 2 gros accidents dernièrement, Tchernobyl en 86, quelque chose comme ça, Fukushima récemment, ça fait tous les 20 ans, c'est pas beaucoup, mais Tchernobyl, c'est d'après les calculs, alors, il y a des débats sur les chiffres, mais les chiffres oscillent aux alentours d'1 million de morts directs et indirects suite à Fukushima, et d'après Kofi Annan, suite à Tchernobyl, pardon, direct et indirect, c'est-à-dire ceux qui sont morts et ceux qui sont malades et morts après, et d'après Kofi Annan, 9 millions de personnes malades derrière Tchernobyl. Donc c'est des gros impacts, c'est 200 fois ou 300 fois Hiroshima et Nagasaki, hein, donc et puis il y a le risque de stockage, c'est-à-dire qu'on stocke tous ces déchets. En France, on produit 2 kilos de déchets par an et par habitant. Alors, attention, parce que dans ces kilos de déchets, ils ne sont pas tous très actifs. Hein. Il y a des petits en fait, les volumes d'actifs sont très petits, mais les volumes d'actifs qui restent, les volumes d'actifs qui restent, ça dure 24 000 ans. Donc en même temps, quand on produit des déchets, ils durent longtemps. Ce que je voulais dire, il y a la question de la gestion des déchets, ça c'est sûr. Il y a donc aussi en fait, on est en train de, on a un risque d'accident. Elle est gérée dans d'autres pays. Simplement, en France, on a une opposition presque parfois théologique à la question de la gestion des déchets. Mais en même temps, et j'étais très heureuse que ce soit lui qui le dise, Daniel Cohn-Bendit, qui dit mais on va les envoyer où les déchets? Si on ne peut pas les stocker, si on ne peut pas aller continuer avec CIGEO, on va les envoyer dans le désert de Gobi. C'est Daniel Cohn-Bendit qui dit ça. Non, mais je pense que ça, il a raison. Et il faut gérer ces déchets. Ces déchets, vous avez l'ANDRA qui sait les gérer, et la partie la plus complexe, la plus longue, effectivement, c'est une toute petite partie. Aujourd'hui, les déchets très hautement radioactifs représentent 1% des déchets entre guillemets nucléaires. En France, on a aussi une problématique, c'est que tout ce qui est rentré dans une centrale nucléaire ressort en déchets nucléaires, même si ce n'était pas en zone nucléaire. Vous avez par exemple en Allemagne, vous n'avez pas ça. En Allemagne, on va recycler des ferrailles, des métaux qui ont servi dans les centrales nucléaires. Ils vont revenir dans l'industrie, dans la sidérurgie. En fait, ce que je voulais dire, qui est important, c'est que donc on a 2 risques, un risque déchet, après on peut l'évaluer de plus ou moins, et un risque accident. Et il y a quelques années, on va dire il y a 10-15 ans, on n'avait pas véritablement d'alternative pour remplacer le nucléaire en termes de coût, parce que le nucléaire c'est un coût qui était compétitif. Aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, le prix du solaire a baissé de 66%. On arrive à des prix... On est encore quand même... On est encore un peu cher, mais ça baisse. Et l'Agence internationale de l'énergie de l'OCDE a rendu son rapport hier en disant que les coûts, après une augmentation après 2011, les coûts sont en train de baisser et le nucléaire reste toujours plus compétitif. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est indiscutable. L'énergie la plus compétitive, effectivement. Mais après, c'est un choix politique. Et c'est pas, si vous me permettez, c'est pas si évident que ça dans la compétitivité, parce que quand on ajoute le coût d'intégration, enfin le coût de traitement des déchets et de stockage des déchets, le prix du nucléaire augmente. Après, faut-il aussi ajouter le coût de l'entretien des centrales, il est déjà intégré dans votre facture d'électricité, le coût d'entretien des centrales. Notamment le grand carénage.
Le grand carénage est aussi intégré dedans. C'est une partie. Après, on a des centrales qui peuvent fonctionner. Les travaux de grand carénage, c'est pour permettre justement que ces centrales qui sont aujourd'hui arrivées à 30 ans puissent fonctionner encore sous réserve que l'autorité de sûreté nucléaire donne son autorisation, puisse fonctionner encore 10 ans. Et pourquoi pas. Après, aux États-Unis, vous avez des centrales qui sont autorisées à fonctionner jusqu'à 60 ans. Donc vous avez un outil industriel qui est performant, qui est éprouvé, qui peut continuer à être exploité de manière économique. Mais supposons qu'on exploite. Enfin, donc moi, ma position, c'était de dire, on ne peut pas ne pas envisager et ne pas préparer la sortie du nucléaire. Tant qu'on n'aura pas trouvé des technologies dans le nucléaire qui permettent de diminuer sérieusement les deux risques dont je parlais, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur le développement des énergies renouvelables, solaires et éoliennes en particulier, pour qu'elles puissent prendre dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, le relais du nucléaire. Et que, je pense que si en 2050, on était arrivé à remplacer la totalité du nucléaire par de l'éolien et du solaire, génial. Ça ne voudra pas dire qu'il faudra arrêter de réfléchir et de faire de la R&D sur le nucléaire, parce que peut-être que dans 60, 70 ans, 80 ans, ça redeviendra une solution viable, meilleure, plus compétitive. Il y a des choses qui s'appellent la fusion, la R&D, la R&D nucléaire en France, c'est la troisième puissance. C'est la troisième filière de R&D. Et on va essayer d'aller vendre tout ce qu'on trouve à nos amis chinois. En fait. Mais pas que. Mais à l'étranger, puisqu'on n'aura plus en France après. Mais la R&D est utilisée aussi sur les centrales françaises, bien sûr. Et puis vous avez des projets de réacteurs 4e génération. Vous avez peut-être entendu parler d'ITER. Vous avez des réacteurs 3e génération. Et la R&D, elle est au quotidien. L'innovation, elle est au quotidien dans la filière nucléaire. Il faut qu'on ouvre un dossier EPR. Non, peut-être pas. Par contre, ce qui est sûr, il y a du retard. Ce qui est sûr, c'est que si on s'y prend pas maintenant, comme fait la loi de transition énergétique, pour préparer la montée, enfin pour faire monter en puissance les énergies renouvelables et pour les faire monter en puissance pour que d'une part elles puissent prendre la capacité de production du nucléaire et que d'autre part leurs coûts deviennent compétitifs et plus compétitifs que le nucléaire, on n'arrivera jamais à le faire. Donc on sera condamné à être enfermé dans une énergie dont on sait qu'elle n'est plus maintenant la seule alternative, mais on ne pourra pas les choisir les autres parce qu'on ne sera pas préparé. Mais c'est vrai que le vrai frein, en tout cas, à ce développement rapide des renouvelables, reste tout de même, j'ai l'impression, le prix, parce que peut-être que les Français s'en rendent pas compte, mais ça va faire exploser leur facture énergétique. La CSPE, qui est une ligne de notre facture d'électricité, va exploser quand EDF ne s'engagera plus à racheter à tel ou tel tarif. Mais il faut voir que pourquoi la CSPE est très élevée, parce qu'elle finance des développements solaires qui se sont faits il y a 10-15 ans à d'autres prix que ce qu'ils se font aujourd'hui. Quand EDF était obligé de racheter l'électricité solaire il y a 10 ans, il leur achetait, je pense, à 180 € le mégawattheure ou à 220 € le mégawattheure. Aujourd'hui, on arrive à construire des parcs solaires avec des propositions économiques que font les constructeurs à EDF et au gouvernement aux alentours de 80-100 € le mégawattheure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à construire des parcs solaires et dans l'éolien, on est entre 40, 50, 60 et 100 € à des prix qui n'ont rien à voir avec ceux du passé. Mais la CSPE dont vous parlez, elle finance les prix élevés du passé. Entre-temps, les technologies se sont améliorées, les coûts ont baissé, les Chinois ont massacré les prix dans le solaire, et donc on arrive aujourd'hui à avoir des prix de production solaire et éolien qui sont assez compétitifs, voire même aussi compétitifs que ce qu'on est en train de faire quand on construit des nouvelles centrales EPR, puisque on en parlait tout à l'heure. Hinkley Point en Angleterre, c'est 125 € le mégawattheure, le nouveau EPR en Angleterre. Alors il y a des conditions particulières, mais ça veut dire que... Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi les contrats qui ont été pris, et puis les exploitants, le financement des travaux et compagnie. Donc ça veut dire qu'il faut, parce qu'il nous reste très peu de temps, il faut continuer à marcher sur deux jambes pendant combien de temps? On peut marcher sur deux jambes encore longtemps. Et en tout cas, il ne faut pas insulter l'avenir et il faut se garder toutes les options ouvertes. Toutes. Je dis bien toutes. Y compris le nucléaire. Parce que le nucléaire est, je vous le rappelle, une énergie bas carbone. Et ça, c'est essentiel. Je veux dire, la COP21, c'est dans très peu de temps. C'est au mois de décembre, c'est demain presque. Voilà, en 2050, en 2030, 2 degrés d'augmentation des températures. Il va falloir le gérer. Et pour gérer ça, pour essayer d'atteindre, de respecter cet objectif, il faut compter sur le nucléaire. Moi, je pense que si on fait vivre nos centrales nucléaires jusqu'à 50 ans ou 60 ans, et que pendant la durée de vie de nos centrales nucléaires à 50 ans ou 60 ans, on construit les infrastructures
renouvelables, et je ne parle pas simplement des champs d'éolien et des champs solaires, mais les infrastructures de transport, les systèmes de smart grid qui doivent piloter ces transports complexes, et les infrastructures de stockage, parce qu'il faut stocker quand on n'a pas de vent ou quand on n'a pas d'électricité. On a 20-30 ans pour le construire. Pendant ce temps, on finit de faire vivre nos centrales, et on arrête d'en construire, à mon avis, tant qu'on n'a pas trouvé de solution dérisquée sur le nucléaire, et tant qu'on est sûr qu'on peut avancer sur le renouvelable, ce qui est le cas. La question du stockage, la question des réseaux, il faudra qu'on y revienne quand même, parce que ça me paraît essentiel effectivement pour l'avenir en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été là pour le premier débat de la saison de Business Durable. À très bientôt sur BFM Business. Donc, Isabelle Jouette, porte-parole de la Société française d'énergie nucléaire, et Jean-Pierre Riche, PDG d'Okavango Énergie. Merci à vous deux. On se retrouve après la pause.